Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours à Pékin. Petite exception aujourd'hui, on va sortir de Pékin. J'ai dû me lever particulièrement tôt ce matin à 5 h, notamment pour éviter les bouchons et l'effervescence matinale de cette immense ville. Et c'était d'ailleurs aussi pour moi la première fois que je testais le métro de Pékin. Alors j'avais testé celui à Xi'an, qui était vraiment très bien pensé pour les touristes. Celui de Pékin, peut-être un tout petit peu moins, mais il est quand même toujours agréable. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je fonctionne uniquement au Didi, les taxis ici qui ne coûtent absolument rien, qui sont vraiment pratiques. Mais c'est vrai que le matin, il peut y avoir des bouchons, donc le métro est à privilégier. Et pour me rendre à la Grande Muraille, qui se situe à plus d'1 heure de route de la capitale, je prends un tour organisé. Avec mon emploi du temps serré et la forte affluence pour les visiteurs individuels, je ne veux pas prendre de risques. Et c'est l'occasion d'avoir des explications très utiles grâce au guide. Située au nord du pays, la Grande Muraille était la ligne de défense des Chinois face aux envahisseurs venus de la steppe mongole. Avant d'aller à l'ascension des murs, nous sommes briefés sur les chemins conseillés et les points de vue à ne pas manquer. Et ça y est, je viens d'arriver à la Grande Muraille, ici à la portion de Mutianyu, qui est considérée comme un peu mieux préservée et surtout beaucoup moins visitée, puisque l'autre tronçon très connu, lui, est accessible directement en transport en commun depuis Beijing, alors qu'ici, il faut y arriver par des transports privés ou en tour opérateur comme je l'ai fait. Donc normalement, la visite devrait être un petit peu plus agréable que d'autres tronçons beaucoup plus fréquentés. En revanche, je dois vous avouer qu'il y a quelque chose qui me déçoit un petit peu, c'est qu'ici, j'ai vraiment l'impression, en tout cas à la base de la Grande Muraille, dans le centre d'accueil, d'être dans un Disney Village. Et on perd un peu le côté authentique. Bon, mais je vous rassure, c'est pas grand-chose. Maintenant, l'objectif, ça va être quand même de monter à la Grande Muraille. Il y a une petite marche. J'ai pris le téléphérique d'ailleurs pour avoir un maximum de temps pour profiter en haut de la muraille, puisque perdre du temps à marcher dans la forêt, globalement, c'est un peu dommage. Une petite marche est nécessaire entre le point de départ et le téléphérique. C'est l'effervescence pour tout le monde, chacun sait qu'il va vivre un moment unique. J'ai rarement ressenti ça dans les lieux touristiques que je visite. Et au détour d'un chemin, on finit par la voir, trônant fièrement en haut de la montagne. Si vous préparez un voyage à Pékin, vous allez forcément faire face au dilemme de la Grande Muraille. Le piège classique, c'est de foncer tête baissée vers la portion de Badaling. C'est la section la plus connue, la plus proche, et c'est un enfer. Badaling, c'est l'équivalent d'une rame de métro aux heures de pointe. 100 000 personnes par jour à certaines périodes de l'année. Votre expérience, ruinée par la foule. C'est justement pour ça que j'ai choisi le site de Mutianyu, plus difficile d'accès. Le téléphérique est une activité en soi. On s'élève dans un paysage à couper le souffle, au cœur de la nature automnale chinoise. Passer au-dessus de la Grande Muraille donne vraiment des frissons. Après être descendu du téléphérique, il ne reste plus que quelques marches avant d'arriver à l'une des entrées. Et ça y est, me voici sur une des 7 merveilles du monde moderne. Et voilà encore un rêve de gosse qui se réalise. Je suis sur la Grande Muraille de Chine, la fameuse, qu'on ne voit pas depuis l'espace en revanche. Bon, cette Grande Muraille, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. C'est vrai qu'on donne jamais la taille entière, mais en réalité, la Grande Muraille de Chine, c'est plus de 21 000 km. C'est tout à fait gigantesque. Mais attention cependant, derrière les 21 000 km, il n'y a pas que la partie en pierre très monumentale. Derrière ce nombre se cache en réalité la totalité du complexe de fortification, où parfois les Chinois n'avaient pas besoin de construire de tels édifices et se limitaient à des ouvrages plus simples, comme des remblais de terre ou des fossés. Bref, la partie en pierre solide comme ici, c'est beaucoup moins, mais ça reste tout à fait impressionnant et c'est un des ouvrages les plus massifs de l'histoire de l'humanité. Et attention, la Grande Muraille, ce n'était pas uniquement une longue fortification qui était ensuite laissée à l'abandon. Non, il y avait bien des soldats qui vivaient ici, qui protégeaient l'endroit au quotidien et qui de toute façon passaient leur temps à scruter l'horizon, puisque la Grande Muraille de Chine, en plus d'être une ligne de fortification, était également un gigantesque point d'observation vers l'ennemi. Les soldats vivaient donc en caserne dans chacune des tours qui composent la muraille et veillaient à ce qu'aucun Mongol ni Mandchou ne puisse arriver vers la Chine intérieure. Les registres officiels de la dynastie Ming parlent de plus d'1 million de soldats affectés à la défense de la frontière nord tout le long de la Grande Muraille, depuis l'océan à l'est jusqu'aux confins du désert de Gobi à l'ouest. Et si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour construire un tel ouvrage, je vous rassure, il n'y a pas d'extraterrestre derrière tout ça. Il suffit juste de beaucoup d'ambition et d'une main-d'œuvre illimitée. Pour amener toutes ces briques que vous voyez là, les Chinois avaient 2 techniques. La première, c'était de tout simplement se mettre en rang d'oignon et de se passer les briques à la main, une par une.
extrêmement long, mais ça a fait ses preuves. Et la deuxième technique, c'était de charger ces briques sur des chèvres. Et oui, des chèvres, j'ai appris ça tout à l'heure, c'était très drôle. Effectivement, les chèvres sont habituées à grimper sur des cols escarpés comme ici, et donc c'était l'animal tout trouvé pour transporter ces briques. Puisque vous le voyez depuis tout à l'heure, la particularité de la portion de Mutianyu, c'est qu'elle est vraiment construite sur les crêtes des montagnes pour pouvoir bien surveiller l'horizon. Et surtout être beaucoup plus difficile d'accès pour les envahisseurs que si elle était au fond d'une crevasse, bien sûr. Allez, c'est l'heure de prouver sa valeur, avec l'ascension finale de Mutianyu, une pente abrupte qui frôle les 45 degrés d'inclinaison. Il y a même une pierre qui vous félicite d'y être arrivé. Et ça y est, je suis au sommet de la Grande Muraille, enfin. Le dernier quart d'heure m'a semblé interminable, surtout la grande ascension finale, c'était vraiment pour m'achever. Mais bon, ça y est, on y est enfin. Je pense à tous ces pauvres soldats sur la muraille qui devaient faire leur tour de garde chaque jour, ils devaient avoir des mollets en béton armé. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois ici, le paysage est à couper le souffle. On voit toute l'étendue du territoire chinois à perte de vue, c'est magnifique. Que dire de plus? Je préfère vous laisser apprécier la vue. Et au moment de partir, je ne suis pas triste, parce que c'est l'heure d'aller manger. J'ai le droit à 2 assiettes de spécialités chinoises avant de retourner en ville. La suite de la journée, ça va être de se rendre au très fameux palais d'été. Mais avant ça, je trouvais ça très important et extrêmement symbolique de d'abord vous emmener au Yangmingyuan. Ici, c'est l'ancien palais d'été, qu'on surnomme aujourd'hui le vieux palais d'été. Et vous allez le voir, ce n'est pas du tout une belle histoire. Peut-être que vous la connaissez déjà, et si c'est le cas, vous savez pourquoi je suis là. Le palais d'été que nous connaissons aujourd'hui, qui est vendu par tous les circuits touristiques et qui est magnifique, c'est une reconstruction. Et en réalité, presque, je dirais, une reconstitution du palais d'été originel. Alors attention, à ce que vous avez derrière moi, ce n'est pas le palais d'été, c'est un des différents palais du complexe du palais d'été. C'est absolument immense, ça s'étend sur plusieurs hectares, mais c'est ce point de vue que je voulais pour vous parler de ça. En fait, le palais d'été original, celui où je me trouve actuellement, il a été construit pendant le Moyen-Âge chinois, il y a extrêmement longtemps, et à cette période, c'était vraiment le palais où les empereurs venaient se reposer pendant l'été. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le bâtiment que j'ai choisi derrière moi, en fait, c'est un des palais européens. Alors attention, il n'y avait pas d'Européens ici, mais c'était une architecture voulue par l'empereur qu'il avait commandée à des missionnaires jésuites. Nous avons donc un syncrétisme architectural entre les bâtiments chinois traditionnels et également les formes européennes, plutôt baroques et rococo. Mais vous le voyez, ce bâtiment, il tire une petite mine quand même, il est en ruine. Mais alors pourquoi? Eh bien pour ça, il faut remonter à la Seconde Guerre de l'opium, menée tout d'abord par les Britanniques, rejoint ensuite par les Français. Et pendant cette guerre de l'opium, les Européens, donc Britanniques et Français, parviennent à pénétrer dans Beijing et surtout parviennent à arriver jusqu'au palais d'été. Et là, la Chine va connaître un de ses pires moments de l'histoire. Le palais va être entièrement rasé. Oui, vous avez bien compris. Les Français et les Britanniques vont méthodiquement détruire l'entièreté du vieux palais d'été. C'est exactement comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient complètement rasé Versailles. Et évidemment, pour les Chinois, ça va être un moment terrible de la mémoire nationale, puisqu'ils n'avaient jamais connu un tel événement par le passé, surtout venant d'une puissance étrangère. Et de ce que j'ai compris, c'est encore aujourd'hui un événement absolument honteux pour le peuple chinois, qui a durablement marqué sa géopolitique et ses relations avec les puissances impérialistes. Et surtout, ce qu'il faut retenir et qui sera le plus important pour les années qui vont suivre, c'est que la destruction du vieux palais d'été, pour les Chinois, va marquer le début d'une longue crise institutionnelle envers la fonction impériale. De plus en plus, les empereurs sont jugés pour leur incompétence face aux puissances étrangères, et un des événements décisifs de cette perte de confiance va avoir lieu en 1895, lorsque les Chinois vont perdre une terrible guerre contre les Japonais. Attention, vraiment pour eux à l'époque, les Japonais, ce n'était même pas une petite puissance régionale. Ils vivaient en périphérie de l'Empire du Milieu et ils ne pouvaient pas représenter une menace. Lorsque les troupes franco-britanniques ont incendié le palais en 1860, 95% du vieux palais d'été a disparu. La quasi-totalité des pavillons chinois traditionnels étaient construits en bois précieux. Ils ont brûlé pendant 3 jours complets. Seuls les palais européens, construits en marbre et en briques à l'occidental, ont résisté aux flammes. Ce sont ces squelettes de pierre baroque figés dans le temps. Et à quelques kilomètres de là se trouve le nouveau palais d'été, reconstruit à partir de 1860. Le paysage du palais d'été a l'air totalement naturel, mais il est presque entièrement artificiel. Le lac Kunming a été massivement agrandi et creusé à la main par des milliers d'ouvriers. Toute la terre et la vase extraite du fond du lac ont été accumulées juste à côté pour façonner et surélever une colline artificielle, la colline de la longévité, sur laquelle repose aujourd'hui le majestueux temple bouddhiste qui domine tout le parc.
Bon, il y a un très gros contre-jour, mais en même temps, ça nous offre les plus belles couleurs de la fin de journée. On peut voir derrière moi la tour d'encens. C'est le temple le plus connu de ce palais d'été, mais ce n'est pas tout le palais d'été. Effectivement, comme beaucoup de choses en Chine, j'ai l'impression, on appelle un complexe entier par son bâtiment le plus connu. Mais encore une fois, le palais d'été, ce n'est pas uniquement la tour qui est extrêmement médiatisée, c'est tout le complexe. Le nouveau palais d'été, c'est le plus gros détournement de fonds de l'histoire chinoise. Pour se payer ce caprice, la redoutable impératrice Cixi a tout simplement volé tout le budget de la marine de guerre. Pour sauver les apparences et justifier ce vol de budget, le chantier a officiellement été présenté comme la création d'une académie navale sur le lac Kunming. Résultat, quelques années plus tard, la Chine a perdu la guerre sino-japonaise, en grande partie parce que ses navires manquaient de munitions et de blindage, pendant que Cixi contemplait ses pavillons. Le palais d'été est un incontournable de la vie impériale chinoise. Beaucoup moins structuré que la cité interdite, il est aussi plus agréable à visiter. On se sent moins à l'étroit et moins étouffé par la chaleur qui s'accumule rapidement entre les murs de la cité interdite. Bon, j'ai trouvé un endroit plutôt à l'écart, je suis actuellement sous la tour de l'encens. C'est un endroit tout à fait prestigieux et symbolique pour tourner ce vlog. Je vais vous raconter un petit peu l'origine de cet endroit. Alors le palais d'été, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut bien comprendre que dans la cité interdite, en plein été à Pékin, il fait extrêmement chaud, on arrive souvent dans les 40 degrés, c'est caniculaire. D'autant plus qu'à partir des dynasties mandchoues qui vont régner sur la Chine, on est sur des ethnies qui viennent plutôt du nord de la Chine, qui sont habituées à des températures froides. Et l'été, ça ne leur va pas du tout. Le nom palais d'été vient simplement du fait que les empereurs, pendant l'été, pouvaient délocaliser toute la cour pour venir loger ici. On a principalement 3 choses qui font que l'endroit est plus frais. Déjà, on a une forêt tout environnante, et c'est bien connu, les arbres permettent de refroidir un espace. Ensuite, on a un très grand lac, juste devant, et l'évaporation naturelle de l'eau permet de refroidir l'atmosphère. Et enfin, le simple fait d'être en dehors de la ville, une ville tumultueuse avec beaucoup d'habitants, et des matériaux qui sont faits pour garder la chaleur l'hiver, eh bien ça permet de pouvoir refroidir son habitat de vie. Et c'est exactement ce que cherchait la famille impériale en venant ici. En Europe, on a à peu près le même principe, avec les palais d'hiver, qui servent à accueillir les familles royales pendant l'hiver. Le plus connu étant celui de Saint-Pétersbourg, qui accueillait la famille du tsar pendant le terrible hiver russe. Ici, c'est le même principe, mais en inversé. La tour abrite une statue monumentale du Bouddha, coulée en bronze sous la dynastie Ming. Pesant près de 5 tonnes, cette œuvre magistrale aux 4 visages et aux 28 paires de bras incarne la démesure de l'art sacré impérial. Et déjà le soleil se couche. Ça y est, le soleil vient de se coucher, c'était vraiment beau, en tout cas. J'ai pris le temps de bien regarder, c'était magnifique sur les montagnes. Et ensuite, juste derrière, avec le lac qui est là. Ça fait un beau panorama ici, c'est un beau point de vue. Il est l'heure de quitter le faste du palais d'été pour retourner en ville. Et nous faisons un grand bond dans le présent pour visiter le site des JO de Pékin 2008. En fin de journée, il y a un trafic extrêmement dense sur les axes principaux de cette municipalité de 21 millions d'habitants. C'est un lieu situé au nord de la ville et je m'y rends à pied, grâce aux nombreux tunnels souterrains qui traversent Pékin. Petite visite nocturne dans le complexe des Jeux Olympiques de Beijing 2008. Bon, je ne vais pas vous faire une explication longue ici, je vais me contenter de l'essentiel. Les Jeux Olympiques de Pékin, ils sont exceptionnels. Pourquoi? Déjà parce que c'est la première fois que la Chine les organise, ce qui en soi est déjà un événement, mais aussi parce que contrairement à d'autres villes, la Chine a dû entièrement construire le complexe et toutes les infrastructures. Pour vous donner une idée, nous, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la France a construit très peu d'infrastructures en réalité. C'était beaucoup de récupération et de réutilisation. À Pékin, ils ont dû intégralement tout construire. Tous les stades, tous les lieux d'accueil, tout le village olympique, tout a été construit de A à Z puisqu'ils n'en avaient pas. Et je pense que vous le savez déjà, si vous êtes un peu âgé, les Jeux Olympiques de Pékin, ils sont connus pour avoir été grandioses, à la fois en termes d'organisation, mais aussi en termes de spectacle, comme la cérémonie d'ouverture qui était particulièrement imposante, avec beaucoup d'acrobatie, beaucoup de joueurs de tambour, des images qu'on revoit de temps en temps qui circulent. Et je vais vous donner une petite opinion personnelle, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'images qui arrivent souvent sur les réseaux sociaux, dans des articles, qui montrent d'anciens sites de Jeux Olympiques. Souvent, les stades sont laissés à l'abandon. Et c'est très dommage. Ici, à Pékin, ils ont réussi à tout réutiliser et tout garder en l'état. Alors ça ne veut pas dire que tous les stades sont en permanence utilisés, mais comme vous le voyez autour de moi, le lieu est très vivant, il est très riche, il y a de l'activité, il y a de la vie nocturne, et ça franchement c'est agréable. Parce qu'en termes de gabegie, il n'y a rien de pire qu'un immense stade qui est construit pour juste après l'événement être laissé à l'abandon. Ici, ils ont su conserver tout ce qu'ils avaient construit et l'utiliser encore aujourd'hui.
Préparez-vous pour les images qui vont suivre. Je ne m'attendais pas du tout à ça en venant ici, et j'ai été très surpris de voir de nombreux groupes de citoyens réunis dans le seul but de s'amuser. Pour rentrer dans la zone de mon hôtel, je prends un Didi, le taxi chinois, qui me fait passer devant la cité interdite où trône le portrait de Mao. Et au dîner ce soir, du canard laqué, le plat emblématique de Pékin, accompagné de galettes et de ravioles. Troisième et dernière journée pour moi à Pékin. Aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu plus tranquille. Voilà, je vais avoir un emploi du temps un petit peu plus doux. On commence ici au parc Beihai avec la magnifique pagode blanche qu'on voit derrière. Et la suite du programme, ce sera d'aller au temple des lamas où apparemment il y a une magnifique statue du Bouddha qui fait 18 mètres de haut. J'ai hâte de voir ça. Au milieu du lac, sur l'île qui émerge majestueusement, se trouve le célèbre stupa blanc de style tibétain. Attaché à la religion bouddhiste, il est en lien direct avec le temple des lamas où je me rends maintenant. Attention, ne faites pas l'erreur. Il n'est pas question de voir des lamas, l'animal sud-américain, mais des prêtres. C'est le même lama que dans Dalai Lama, lama signifiant maître spirituel en tibétain. Dans la culture populaire locale, chaque temple de Pékin a sa spécialité. Et l'on vient spécifiquement au temple des lamas pour la carrière, la richesse et la réussite aux examens. À l'approche du Gaokao, le très sélectif baccalauréat chinois, ou des concours de la fonction publique, le temple est pris d'assaut par des étudiants et des parents qui brûlent d'immenses liasses d'encens pour attirer les faveurs des divinités. Si le bouddhisme est fondamentalement athée, sans Dieu créateur, il est culturellement polythéiste dans sa pratique populaire. Le clou de la visite est la statue monumentale du Bouddha, qui détient un record du monde Guinness avec ses 26 mètres de haut. Le fait incroyable est qu'elle a été entièrement sculptée dans un seul et unique tronc de bois de santal blanc importé du Népal. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de mon voyage en Chine, dans les villes de Chongqing et Chengdu. Je vous dis à très bientôt, salut!